L'éco-résistance va-t-elle basculer dans l'éco-terrorisme? C'est notre grand angle. Il s'appelle Dernière Rénovation, Deep Green Resistance, où les soulèvements de la Terre, cette nouvelle génération écologiste s'impose sur le terrain médiatique avec des actions pas toujours comprises par le grand public. Une radicalité assumée, mais iront-ils plus loin? Bonsoir Anthony Cortès. Bonsoir. Vous êtes journaliste à Marianne et vous co-signez ce livre, L'affrontement qui vient, alors avec Sébastien Lurquin, c'est paru aux éditions du Rocher. Cet affrontement à venir, c'est celui des organisations écologistes que je viens de citer et les autorités françaises. On en est là, le choc est inévitable. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on sent en tout cas sur le terrain quand on est au contact de ces mouvements-là, mais aussi du côté de l'État. En fait, c'est une enquête sur deux camps totalement irréconciliables. Alors d'un côté, il y a les écologistes, ces activistes-là dont vous parlez avec ces différentes organisations, qui sont passablement agacés par l'inaction présumée du gouvernement, qui sont pressés aussi parce qu'on est dans le contexte de l'urgence climatique. Et de l'autre côté, il y a un État qui se sent menacé et qui donc durcit son jeu en réprimant notamment le mouvement écologiste. Et en fait, ces deux radicalités-là s'opposent, se heurtent et on craint, oui, le choc. Menacé, c'est-à-dire? Alors menacé, en tout cas en termes de sécurité, parce que c'est vrai que on a vu par exemple à Sainte-Soline la manifestation contre les méga-bassines, c'était en octobre. On a vu des militants écologistes, un mouvement écologiste sortir de sa philosophie pacifiste, une philosophie historique, pour aller vers des modes d'action plus brutaux. Et en fait, l'État se sent menacé. Pourquoi? Parce qu'il y a une porosité qui est constatée notamment par les services de renseignement, une porosité entre le milieu écologiste, les militants écologistes, et l'ultra-gauche de l'autre côté, avec des modes d'action qui sont importés. Les Black Blocs. Les Black Blocs, voilà, les libertaires, les antifascistes. Et ce qui inquiète particulièrement les services de renseignement, c'est que il y a ces modes d'action, et en plus, il pourrait y avoir une importation des moyens et des méthodes venus de l'étranger aussi, notamment de pays comme l'Italie, la Grèce et l'Allemagne, avec des méthodes beaucoup plus dures qu'en France. Alors vous évoquiez Sainte-Soline, effectivement, où il y a eu des heurts, et notamment cette déclaration de Gérald Darmanin, donc ministre français de l'Intérieur, qui là a parlé d'éco-terrorisme. On va l'écouter. Ce qui s'est passé relève de manifestations extrêmement violentes. On aurait pu imaginer une manifestation pacifique. Elle n'a pas eu lieu. Il y a eu une grande partie des manifestants violents, encore une fois, qui s'en prenaient physiquement aux gendarmes, les blessant, s'en prenant par exemple à 5 véhicules de gendarmerie qui ont été détruits. Et je veux redire que cela relève de l'éco-terrorisme. Il y a des gens qui, fichés S, c'est-à-dire radicalisés pour les services de renseignement français, pour l'ultra-gauche, veulent manifestement le désordre et le chaos. Alors à l'époque, donc en octobre 2022, cette déclaration avait fait polémique. Qu'est-ce qu'on entend par écoterrorisme? Alors écoterrorisme, évidemment, on pense tout de suite aux vagues d'attentats, notamment islamistes. Et on n'en est pas du tout là. Voilà, c'est des atteintes aux biens et aux personnes. Les militants écologistes et les mouvements écologistes ne veulent pas en arriver là. Et c'est quelque chose qui est totalement dit, revendiqué. Mais par contre, vous en avez rencontré beaucoup, et ils vous ont pas dit qu'ils allaient, vous les avez sentis prêts de basculer dans la violence? Dans la violence, oui. Voilà, c'est ça. C'est en fait dans la violence, mais pas forcément vers les personnes, plutôt vers les biens, s'attaquer aux pollueurs, aux écocidaires comme ils les appellent, notamment voilà les grandes entreprises ou l'État aussi qui soutient certains grands projets néfastes pour l'environnement. En revanche, quand on écoute Gérald Darmanin, on n'y est pas encore. Voilà, c'est excessif. Cette formulation est excessive et même les services de renseignement le disent. Aujourd'hui, il n'y a pas de menace terroriste écologiste. En revanche, il y a des barrières qui tombent, ça très clairement, et au sein de tous les mouvements et du côté de tous les militants écologistes. Par exemple, on a rencontré des militants d'Extinction Rebellion qui ne sont pas non plus les plus radicaux, et pourtant, pas mal de militants nous ont dit, voilà, il faut qu'on travaille sur les termes, il faut qu'on travaille sur la violence, il faut qu'on déconstruise l'idée de violence, parce que pour eux, les dégâts sont tels, que ce soit ceux de l'État ou des entreprises, qu'ils s'estiment en légitime défense. Et donc, à partir de là, tous les moyens peuvent être bons. Alors parmi les associations que vous avez rencontrées, il y a Deep Green Resistance, il y a aussi, on l'évoquait tout à l'heure, les soulèvements de la Terre. Eux, ce sont les plus virulents, les plus offensifs? C'est les plus offensifs. Ce qui est intéressant avec les soulèvements de la Terre, c'est leur stratégie. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent changer totalement le logiciel écologiste. Le mouvement écologiste, voilà, il y a quelques années, on était plutôt porté sur la manifestation, sur les marches pour le climat, sur le lobbying aussi, comme Greenpeace par exemple. Et aujourd'hui,
les soulèvements de la terre amènent un changement parce qu'ils veulent combattre directement les projets sur le terrain et aussi amener l'écologie vers quelque chose de plus concret. Voilà, par exemple, la bataille de l'eau, très clairement, ça touche tout le monde, ça parle à tout le monde et ils espèrent comme ça amener l'opinion à leur cause. Ils sont nombreux, ils s'organisent comment? Est-ce que ce sont des jeunes? Ce sont beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes, c'est vrai que ça nous a énormément marqué, notamment chez les groupes comme Dernière Rénovation, Extinction Rebellion, les Soulèvements de la Terre. Et ces jeunes-là sont aussi ceux qui ont le plus envie de radicalité. Alors ils sont nombreux, oui, c'est plusieurs dizaines de milliers. Et ils s'organisent comment? Ça, c'est intéressant parce que c'est une vraie galaxie. C'est une galaxie totale avec, voilà, on a cité quelques mouvements là, mais chaque mouvement en fait a une utilité très précise. Par exemple, Extinction Rebellion, Dernière Rénovation, voilà, leur rôle c'est d'attirer la lumière médiatique. Le soulèvement de la terre et terre de lutte, c'est plutôt d'organiser des luttes. Ils se coordonnent entre eux. Ils se coordonnent entre eux et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait on croise souvent les mêmes militants dans différentes organisations, selon les actions coup de poing, selon l'agenda médiatique aussi. Et puis ensuite il y a comment dire, un champ plus obscur, c'est les actions, les groupes plus clandestins. Vous parlez de Deep Green Resistance, ça en est un. Et puis il y a ensuite toute une sorte de groupuscule. Et est-ce qu'il y a une organisation très hiérarchisée ou est-ce que chacun fait ce qu'il a à faire? Comment ça fonctionne? Alors, si vous interrogez des militants écologistes, ils vont vous dire non, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas d'organisation, c'est très horizontal. On s'est aperçu que c'était pas le cas, hein. Évidemment qu'il y a des chefs, c'est très bien ficelé et souvent en fait on retrouve notamment au sein de différents mouvements de lutte des anciens de Notre-Dame-des-Landes. Souvent, oui, ceux qui ont une aura, ceux qui pensent la stratégie, ils viennent de Notre-Dame-des-Landes parce que Notre-Dame-des-Landes c'était, bon d'abord c'était une victoire déjà, exactement, et puis c'était un laboratoire politique aussi où on a pensé la stratégie actuelle, cette stratégie dont je vous parlais avec cet écosystème avec chaque mouvement qui a un rôle très très précis. C'est né à Notre-Dame-des-Landes. Et dans votre livre, d'ailleurs, vous racontez comment vous allez dans une ZAD. C'est pas si simple. Et il y a des moments où vous sentez qu'en tant que journaliste, vous pouvez pas poser de questions. Oui, c'était pas évident. C'était à Pertuis, donc dans le Vaucluse. En fait, on entre dans la ZAD. Ça se passait très bien. On avait au début, en tout cas, on avait un guide, on avait un interlocuteur privilégié. On parlait avec lui depuis plusieurs jours. Il nous avait assuré qu'on pourrait faire notre travail, qu'on pourrait poser toutes les questions, que voilà, on ouvre les portes parce que on veut que vous compreniez notre engagement. Donc très bien, on se rend sur place. Sauf que justement, le moment où on pose la question des hiérarchies, des stratégies, des rôles de chacun, là, ça se tend. Ça se tend. Alors, évidemment, parce qu'on n'a pas envie de dévoiler totalement la mécanique de la ZAD. Et puis ensuite, aussi, parce qu'il y a une menace à l'extérieur, c'est la menace des forces de l'ordre qui, possiblement, pouvaient évacuer la zone. Donc, ils étaient très tendus. On nous a très clairement menacés. On a dû nous évacuer. Mais ça nous a permis de voir ce qu'était une ZAD de l'intérieur et de voir si vraiment c'était un monde meilleur que celui qu'ils combattent. Et en fait, non. Évidemment que non. C'est quelque chose de très hiérarchisé, avec des personnes qui dominent le jeu, de vrais chefs, comme la société qu'ils combattent. Et ils sont très méfiants par rapport aux journalistes, évidemment, ouais, aux étrangers. Tout le monde ne peut pas rentrer dans la ZAD? Tout le monde ne peut pas rentrer. Enfin, alors, si vous leur posez la question, ils vont vous dire évidemment que si, c'est ouvert à tout le monde, etc. Sauf que non, du côté des journalistes, en tout cas, il y a une énorme méfiance parce qu'ils nous voient tristement comme, je cite, des collabos du système, parce qu'ils sont en colère contre le traitement médiatique. Mais voilà, on a essayé tout de même de faire notre travail et on tenait vraiment à dire qu'on était journaliste pour aller les rencontrer et pas rentrer en immersion sans étiquette. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous citez de nombreux projets qui suscitent la colère en France. Alors effectivement d'écologistes, mais pas seulement, de la population. Ouais. Et on a l'impression qu'ils se sentent abandonnés par la justice, par le pouvoir public. On sent cette défiance dans de nombreux projets. Comment vous l'expliquez? Est-ce que ce sont des raisons politiques, des raisons économiques? Alors, il y a une vraie défiance. C'est vrai que vis-à-vis de l'État, par exemple, en fait, l'inaction climatique, notamment, est perçue par l'ensemble de la population. Et c'est ce qui fait, ce qui donne des ailes quelque part à ces différents mouvements, parce qu'ils se disent que notre cause, elle est juste, elle est populaire, elle est dans l'air du temps, et ils capitalisent sur ces rancœurs, sur ces ressentiments. On l'a vu notamment à Bure, par exemple. Bure dans la Meuse, un territoire totalement abandonné, malheureusement avec une activité économique naufragée, et on va y installer une décharge de déchets nucléaires. Et là, on a vu une population en colère sur tous les plans. On a ressenti, on a retrouvé la colère aussi qu'on pouvait trouver du côté des Gilets jaunes, avec une vision totalement
biaisée de l'État, dans le sens où l'État n'est plus protecteur et au contraire, l'État est un potentiel ennemi. Et ça, c'est vraiment le message de beaucoup d'organisations écologistes aujourd'hui. Oui, où il y a ce projet d'autoroute à Strasbourg, Oui. qui là aussi suscite une grande colère. Et pourtant, ça a été construit, ça existe. Là aussi, comment on l'explique? Et ça, c'est un schéma qu'on retrouve souvent. C'est-à-dire qu'il y a des procédures, il y a des consultations publiques. Ça c'est prévu par la loi, normalement. On n'en tient pas compte. Et on n'en tient pas compte. L'État passe en force. C'est une vraie doctrine du rouleau compresseur, comme on l'appelle. En fait, l'État déterminé avance, et on le voit d'ailleurs dans les derniers textes de loi du gouvernement, par exemple, la loi d'accélération pour les énergies renouvelables, amène une évolution du droit de l'environnement pour réduire en fait les espaces de concertation et de discussion. Et en fait, c'est totalement le prolongement de cette doctrine-là, malheureusement, et c'est ce qui crée des tensions du côté du mouvement écologiste et qui amène la tentation de la radicalité. Oui, et des témoignages effectivement de présidents d'associations qui expliquent que la loi sur le séparatisme les touche, est utilisée contre eux pour supprimer les financements. Est-ce que vous, en enquêtant, vous constatez qu'il y a effectivement cette volonté? Oui. Alors c'est une volonté, et puis il y a des effets aussi qui sont déjà constatés. C'est vrai que alors, en fait, ça a mis en place, cette loi séparatisme, un pacte républicain. Alors, les associations doivent signer un formulaire en disant, voilà, nous, on s'engage à ne pas aller contre les valeurs républicaines. Mais c'est très, très flou. Et alors, on a vu que Extinction Rebellion, notamment, et Alternativa se sont fait couper certaines subventions par l'État parce qu'ils organisaient des formations de désobéissance civile. Alors, oui... Donc, ça inquiète les autorités. Ça inquiète. Encore une fois, on en revient toujours à la même question, ce sera la dernière. Pourquoi ça les inquiète autant? Pourquoi ça les inquiète autant? Peut-être parce que c'est la cause dans l'air du temps et qui peut justifier tous les moyens. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont déterminés, ces militants-là. Ils sont persuadés que l'opinion les comprend et les comprendra, et ce qui est plutôt le cas quand on regarde les différents sondages, les différentes enquêtes sur le sujet, et que donc on est légitime à employer tous les moyens. Et on peut le voir possiblement à la fin du mois avec Sainte-Soline épisode 2 qui se prépare le 25 mars, avec des grandes manifestations dans le Poitou contre les bassines, et où là, quand on regarde les différentes documentations des organisations qui organisent la manifestation, préparent les militants à de possibles blessés. Eh bien, on suivra ça avec attention. Merci Anthony Cortez d'être venu sur notre plateau. Je rappelle le titre de votre livre, L'affrontement qui vient, donc une enquête où vous avez rencontré effectivement beaucoup de membres d'associations et pas seulement. Merci à vous. Merci à vous.